Les outsiders du football brésilien s'apprêtent à disputer le match de leur vie. Colombie, nous voilà! Mais au moment d'atterrir, le rêve tourne au cauchemar. On ne pouvait que prier Dieu de nous sauver. Vecteur! Vecteur vers la piste! J'essayais de communiquer. Contrôle radar perdu. On va réussir? Oui. Le monde du football est endeuillé. Et c'est peu de dire que les enquêteurs sont sous pression. Qu'est-il arrivé avant l'urgence? Et l'enquête débouche sur une conclusion ahurissante. On était surpris. Ça passait. C'est absolument inadmissible. En fin de journée, à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, le vol Lamia de 1933 s'apprête à partir. Dans l'avion, l'équipe brésilienne du Chapecoense vit un conte de fées. En route pour la Colombie, elle va terminer une saison qui restera dans les annales. Colombie, nous voilà! Originaire de la petite ville de Chapeco, au sud-ouest de Sao Paulo, cette équipe de milieu de tableau de première division a bousculé la hiérarchie du football sud-américain. Elle va disputer sa première finale dans la prestigieuse Copa Sudamericana. Pour les supporters du club et pour les joueurs du Chapecoense, c'était une sacrée réussite. Bruno Rangel, gol da Chapecoense. Le défenseur Alan Ruschel et le gardien remplaçant Jackson Follman sont devenus amis en jouant pour le Chapecoense. Les joueurs de l'équipe ont toujours été très unis. On voulait le meilleur pour chacun d'entre nous. On formait une famille. C'était notre force. Le club a affrété un avion d'une petite compagnie bolivienne, la MIA. V1, rotation. L'appareil décolle de Santa Cruz de la Sierra à 18h18. Un vol de 4h30 et de 2575 km va le conduire à Rio Negro, près de Medellín, où doit se dérouler la finale aller. Le commandant Miguel Quiroga et l'officier pilote de ligne Fernando Goitia sont des professionnels chevronnés qui totalisent chacun près de 7000 heures de vol. Rentrez le train. Rentrée. En tant qu'observatrice, une pilote bolivienne, Cici Arias, a pris place à bord de l'avion de transport régional Avro 146 RJ85. Le 146 se caractérise par la qualité de sa cellule et de sa conception. Ses 4 moteurs le rendent coûteux à faire voler, mais très fiable. En cabine, les joueurs et le staff se préparent pour le vol. On était tous super contents et on avait hâte d'arriver en Colombie. On voulait commencer à se concentrer sur le match du lendemain. C'était notre première grande finale. Pendant le vol, Jackson Follman se tourne vers son ami, Alan Ruschel. Hé mec, mets-toi à côté de moi. Non, je veux dormir. Alan et moi, on a joué ensemble plus de 10 ans. Je lui ai dit de s'asseoir à côté de moi pour qu'on écoute de la musique. On vivait quasiment ensemble. À Rio Negro, l'effervescence règne pour gérer le trafic au départ et à l'arrivée de l'unique piste de l'aéroport, José María Córdoba. Rio Negro, 2933, bonsoir.
l'OPL entre en contact avec la contrôleuse aérienne Yannette Molina. Lamia 2933, Medellín approche, bonsoir. Contrôle radar. Descendez niveau de vol 230. Établissez-vous sur le VOR Rio Negro. L'équipage doit patienter avant d'entamer son approche, car d'autres avions attendent déjà pour se poser. Attendons à Gemli. L'avion se place en circuit d'attente au-dessus d'un point de cheminement nommé Gemli. Mais quelques minutes plus tard, une demande surprend Yannette Molina. Lamia 2933, demandons priorité pour l'approche. Problème de carburant. Vous demandez approche en priorité en raison d'un problème de carburant? C'est ça? Affirmatif. C'est une demande pour être traitée un peu plus rapidement. Maintenez cap et attendez pour continuer descente. Maintenons cap et attendons pour continuer descente. Faire passer Lavro en priorité bouleverse l'ordre d'atterrissage des avions. Avianca 9771, autorisé approche. Préparez la cabine. L'avion patiente depuis environ 7 minutes. Qu'est-ce qui se passe? On atterrit. Lamia 2933, demandons vecteur radar. Attendez, il y a un trafic en dessous en approche. Et en plus, il y a une inspection de piste. C'est alors que la situation devient inquiétante. Urgence carburant. Donc je demande à effectuer l'approche finale maintenant. Demandons descente immédiate. C'est très inhabituel de demander à passer en priorité et 30 secondes après, d'annoncer qu'on n'a plus de carburant. Lamia a tourné à droite pour descente. Trafic 1 mile en dessous. Quand un équipage déclare une urgence, tout le monde s'efforce de faire le nécessaire pour qu'il atteigne l'aéroport au plus vite. On n'était pas arrivé? Personne ne nous a rien dit. On ne savait rien. Yannette Molina veut éloigner Lavro des avions sur sa trajectoire. Tournez à droite pour descente. Mais il vire à gauche vers les autres avions. Négatif. On a déjà commencé à descendre vers la piste. Avianca 9771, tournez maintenant au 270. L'équipage n'a pas suivi les instructions et l'avion s'est mis à descendre très rapidement, à toute vitesse. D'ailleurs, il a bien failli percuter un appareil de la compagnie Avianca. Si vous traversez sans autorisation des zones de l'espace aérien affectées à d'autres, vous faites le pari qu'il n'y aura pas d'abordage. En cabine, les lumières s'éteignent, puis les réacteurs se taisent, et ensuite, les passagers sentent l'avion tomber. Je ne me souviens de rien à partir de la chute. On ne pouvait que prier Dieu de nous sauver. Je lui ai demandé de rallumer les lumières et les moteurs. « 2933, panne électrique complète, plus de kérosène. Piste dégagée. Pompiers alertés. Demandez les vecteurs. Vecteur vers la piste. » L'équipage veut que la contrôleuse lui indique la direction de la piste. Mais le plot radar de l'avion a disparu de son écran. Je continuais à donner des instructions. Je répétais que la piste était disponible, que les pompiers étaient prêts. Contrôle radar perdu. Quel est votre cap? Cap 360, 360. 9000 pieds. Vecteur. Quand il m'a dit que son altitude était de 9000 pieds, j'ai craint le pire. Mon Dieu, s'il te plaît, aide-nous. Oh Seigneur, s'il te plaît.
On ne peut pas s'enfuir. On a peur. J'étais terrifié. Je ne voulais pas mourir. Je voulais qu'aucun de nous ne meure. J'ai pensé à mon fils qui est pilote. Je voulais être Dieu et pouvoir sauver l'avion. C'était très dur, vraiment très dur. Je n'arrivais pas à croire que tout ça était en train d'arriver. « 29-33 à vous. 29-33 à vous. » L'avion n'apparaît plus sur le radar et ne répond plus à la radio. Yannette Molina est sous le choc. Un drame a eu lieu pendant qu'elle était de service. Le gardien de but remplaçant du Chapecoense a survécu à l'accident. Je me suis réveillé au milieu d'une forêt. Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient. Au secours, s'il vous plaît, je suis ici. Je ne voyais rien du tout. Il faisait trop sombre. Et puis quelqu'un s'est approché et m'a pris la main. On m'a demandé mon nom et mon âge. Et après, on m'a demandé de me calmer. On m'a expliqué qu'on allait m'aider. Quand les sauveteurs arrivent sur les lieux, ils ne découvrent quasiment que des cadavres. Seuls 7 passagers, contre toute attente, sont encore en vie. En plus de Jackson Follman, 3 autres joueurs du Chapecoense ont survécu. Alan Ruschel, Elio Neto et Danilo Padilla. 70 personnes ayant trouvé la mort, c'est une des tragédies les plus meurtrières de l'histoire du sport. La nouvelle du drame s'est répandue comme une traînée de poudre. À la télévision, toutes les chaînes, y compris étrangères, ne parlaient que de ça. Il n'était question que de cet accident. À la lumière du jour, l'ampleur de l'accident est encore plus frappante. L'Avro 146 a percuté la crête du Cerro Gordo à 2650 mètres d'altitude. Dès le lever du soleil, le service colombien d'enquête sur les accidents aériens, le GRIAA, est à pied d'œuvre sous la direction de Julian Echeverry. Le fuselage s'est retourné à 180 degrés. L'épave indiquait à la fois la position de l'avion par rapport à la piste et l'intention manifeste de l'équipage de se diriger dans sa direction. Les enquêteurs travaillent sans relâche pour réunir des indices. Le train était sorti. Regardez, les volets étaient sortis. L'avion était configuré pour l'atterrissage. Signe que l'équipage effectuait sa descente vers José María Córdoba. Pourtant, l'Avro s'est écrasé à 16 km de la piste. Que cet avion ait fini contre une montagne à 16 km, seulement 16 petits kilomètres de la piste, c'est absolument inadmissible. D'ici, les pilotes voyaient l'aéroport. Les feux de piste étaient allumés. Je ne comprends pas. La tâche du GRIAA s'annonce difficile. Les débris de l'épave étant tombés sur les 2 versants du Cerro Gordo. Mais les indices les plus importants sont justement ceux qui manquent. Pas de brûlure. Pas de carburant. On ne sentait qu'une odeur très diffuse de kérosène sur le lieu de l'accident. Or, normalement, quand un avion s'écrase avec du carburant dans ses réservoirs, cette odeur est nettement plus pénétrante.
Les jauges de carburant sont sur 0. Panne sèche. Évidemment, nous étions sous le choc. C'est plus qu'inhabituel pour un avion de transport de passagers de cette taille de tomber en panne sèche. C'est une situation absolument hors du commun. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Pourquoi l'avion s'est-il retrouvé à court de carburant? Y a-t-il eu une fuite? Les moteurs 1 et 4 sont là-haut. Les 2 et 3 ici avec l'épave. Une fois localisés, les 4 réacteurs sont examinés sous toutes les coutures, mais il n'y a aucune trace d'incendie ou de panne, preuve qu'ils ont fonctionné normalement jusqu'à ce que le carburant manque. Reste donc à déterminer l'origine de cette panne sèche. S'agit-il d'un problème mécanique ou d'une erreur humaine? Le défi, c'était d'envisager toutes les hypothèses susceptibles d'expliquer ce problème. Le monde du football est en deuil. À Chapecó, les supporters se réunissent au stade pour rendre un dernier hommage aux joueurs. L'un des survivants de l'accident, Danilo Padilla, a succombé à ses blessures. Quant aux 3 autres joueurs rescapés, ils sont hospitalisés. Elio Neto est sorti du coma. Alan Rochelle va être opéré à la colonne vertébrale et Jackson Follman doit être amputé de la jambe droite. La première phrase que j'ai dite, ça a été « Je choisis ma vie plutôt que ma jambe ». Je suis reconnaissant à Dieu du miracle de la vie. J'aurais aimé qu'on puisse tous profiter de ce miracle. La médiatisation décuple la pression sur le GRIAA. Entre l'ampleur de l'accident proprement dit et toute l'effervescence qu'il y avait autour, c'est sûr que les enquêteurs ont subi une pression très forte. C'est dans ces conditions qu'ils doivent travailler. J'ai l'autre. Le GRIAA compte sur les enregistreurs pour comprendre pourquoi l'avion n'a pas atteint l'aéroport. Emmenez-le au labo. L'enregistreur phonique et l'enregistreur de paramètres semblent en bon état. Mais seul le laboratoire pourra en extraire les données à des fins d'analyse.